アンドレ・ギュイヨさんはソルボン大学名誉教授でベルギー王立フランス語フランス文学アカデミーの会員でもいらっしゃいます。ギュイヨさんはランバージアン乱暴研究家として非常に知られている方で、1981年にランボーイルミナションをめぐる論文談笑の詩学でソルボン大学で博士学位を取得し、この博論とそれに基づくイルミナションテクスト工程版は85年に2巻本としてスイスのラバコニエ社から交換されて、これはランボーの三分子理解に大きな寄与をもたらしました。でその後2009年には今のプレイヤード総称版ランボー全集の編集工程を手掛けられました。でギュイヨさんはまたボードレールやユイスマンスについても数多くの仕事をしておられます。中でも昨年刊行されたプレイヤード総書版の新版ボードレール全集、これそれまでは半世紀にわたってクロード・ピショワの2巻本っていうのがベースになってたわけですけども、ボードレール研究のギュイヨさんが共同監修された新しいプレイヤード版の新版完全クロノロジーに基づく新版ですが、そのお仕事は特筆すべきものです。なお今申し上げましたボードレールの新しいプレイヤード版のエディションについての講演会がこの後5月23日の3時半から東大本郷の普通分で、ございます。その時にはコンパニオンさんも健康回復されて2人のダブル講演会が予定されてますので、ぜひ2人ともお元気にやっていただきたいと今思っておるところでございます。それではギュイヨさん、タイトルはランボー20歳の黄昏にっていう、ランボーがこういう晩年スタイルの中に入ってくるっていうこと自体が一種不思議な感じを持たれるかもしれませんけども、こういう捉え方もあるんだという高古の見本だと思います。期待して聞きたいと思います。それではギュイヨさんお願いします。Merci. Une question rituelle est posée à propos de l'œuvre de Rimbaud. Quand s'arrête-t-elle? Et l'on y répond rituellement de deux manières. Selon les uns, l'œuvre proprement littéraire de Rimbaud s'achève au printemps de 1874. Le poète met fin à sa carrière alors qu'il n'a pas encore 20 ans. Il est né le 20 octobre 1854. C'est au printemps de 1874 que, selon toute probabilité, il réunit ses poèmes en prose à Londres, dans le but de constituer un recueil auquel il donne d'ailleurs un titre anglais, Illuminations. Pour d'autres, il est né poète et il le reste jusqu'à la fin de sa vie. Il poursuit son destin qui est poétique par essence. Je me situe plutôt dans le premier camp. Je prends à la lettre la rupture que Rimbaud a lui-même formulée, sans trop m'étonner de sa décision de changer de vie. Il n'est pas le premier, ni le dernier, à se convertir à d'autres formes d'existence, à brûler ce qu'il avait adoré. Il n'a pas suivi le conseil que Baudelaire donnait aux jeunes littérateurs 30 ans plus tôt, en avril 1846, dans un article ironique et provocateur. Je cite Baudelaire: « Quant à ceux qui se livrent ou se sont livrés avec succès à la poésie, je leur conseille de ne jamais l'abandonner. La poésie est un des arts qui rapporte le plus, mais c'est une espèce de placement dont on ne touche que très tard les intérêts, en revanche très gros. » Fin de citation. Rimbaud n'a pas fait ce pari baudelairien et d'autres que lui ont touché les intérêts de sa poésie.
Depuis quelques années, les lignes ont bougé. Je ne sais pas si les deux camps se sont rapprochés, mais si je peux continuer de m'impliquer dans cette controverse, le fait que j'ai été confronté à la préparation d'une édition des œuvres complètes de Rimbaud m'a conduit à nuancer ma position. Ces œuvres complètes tiennent en peu de pages, et nul ne songerait à en exclure ce qu'il a écrit après 1874, soit quasi exclusivement des lettres. L'édition que j'ai publiée en 2009 continue de distinguer deux périodes. Donc la rupture ou le changement de cap s'y maintient. Mais en éditant les lettres d'Aden et de Harare, et en les annotant, j'ai porté sur elles un autre regard. Je ne me suis pas converti à l'autre hypothèse, mais je retrouvais dans ces lettres le maître des formes que, depuis l'école, Rimbaud a toujours été. Même affairiste, l'épistolier est un écrivain. Et depuis ses débuts, le poète de Charleville écrit des lettres, envoie des lettres, dont la postérité a fait parfois des textes importants, comme les deux lettres de mai 1871, dites « lettres du voyant ». Les premiers correspondants de Rimbaud, Théodore de Banville, Georges Isambard, Paul Demny, Ernest Delahaye ou Verlaine, ont conservé ces lettres. Mais ces derniers correspondants, eux aussi, les ont gardées. Alfred Ilg, en particulier, un ingénieur suisse avec lequel il était entré en sympathie, et bien entendu sa famille, qui l'informe de ses activités, de ses succès, de ses échecs, de sa santé, parfois en termes extraordinaires. L'un des arguments de ceux qui voient la cohérence de l'œuvre-vie jusqu'au rapatriement et jusqu'à l'agonie et la mort à Marseille, le 10 novembre 1891, et que Rimbaud, en 1873, avait lui-même programmé la suite. Tout était dit dans « Adieu », le dernier chapitre d'une saison en enfer. Je lis cette phrase. « Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. » Dans Mauvais sang, un autre chapitre du même livre, il déclare qu'il quitte l'Europe et qu'il se dirige vers d'autres climats. Je le cite, « Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. » Pourtant, avant le grand départ depuis le port de Gênes, en Italie, le 18 novembre 1878, quelques années s'écoulent, durant lesquelles Rimbaud voyage en Europe, qu'il n'a donc pas encore quitté. Sans doute étreint-il déjà la réalité rugueuse, mais sous des climats plus familiers. Parmi ces nouvelles vies, dont certaines ne furent qu'ébauchées, Rimbaud avait prévu de devenir ingénieur et de passer le baccalauréat ès sciences. Il existe une lettre que vous voyez sur l'écran, le début du moins. Il existe une lettre qui en fait état. Une lettre datée du 14 octobre 1875. Il aura 21 ans quelques jours plus tard, le 20 octobre. La lettre est adressée à Ernest Delahaye, un vieil ami. Avant de demander conseil à Delahaye sur les conditions pour réussir ce baccalauréat ès sciences, il lui rappelle qu'il risque de devoir faire son service militaire. Et il s'amuse à imaginer
une scène de chambrée où les soldats, les appelés, font rimer des noms de fromages. Vous les voyez, Gruyère avec Keller, Brie avec Génie, Roquefort avec Mort. Dans un dialogue drôlatique qui a déterminé un autre clivage interprétatif entre ceux qui n'y voient qu'un amusement dérisoire, partagé avec un vieux complice, Ernest Delahaye, et ceux qui, comme André Breton, considèrent que l'auteur du bateau ivre atteint là l'une de ses cimes. C'est le mot de Breton, cime, qui sélectionne cette lettre en 1939 dans son anthologie de l'humour noir. Je serais tenté de reconnaître dans ce dialogue parodique l'une des formes du style tardif, si l'on veut que la bouffonnerie relève d'un moment décalé de dérision. En arrivant à Paris, à l'automne de 1871, Rimbaud s'était adonné au pastiche, qui reste un exercice, qui suppose une technique, un savoir-faire, un art même, où l'emprunt est sublimé. La parodie bouffonne d'octobre 1875 ne relève pas du même registre. Le dernier Baudelaire avait rêvé d'un style bouffon. Rimbaud y a fait cette brève incursion pour mieux s'éloigner de la poésie en ridiculisant son objet formel, la rime. Roquefort, Mort, Brie, Vie, etc. Nous en serions là, et moi, devant une hypothèse un peu fragile, reliant le style tardif et la bouffonnerie, nous en serions là si un document important n'avait été révélé. En 2018, une lettre, à Jules Andrieux, découverte par l'arrière-petit-fils du destinataire. Rimbaud y expose un projet qu'il soumet à Jules Andrieux en lui demandant son aide. Un projet très ambitieux qui ferait de lui l'auteur d'une fresque monumentale pour laquelle il a trouvé un titre reflétant cette monumentale ambition, l'histoire splendide. Je vous montre peut-être cette lettre. La voici. Bon, elle n'a pas été traduite en japonais, elle ne l'est pas encore, donc vous devez le lire si vous y parvenez. Vous voyez l'histoire splendide inscrite quelque part au début de la lettre. Cette lettre est datée du 16 avril 1874. Vous voyez la date là, tout au-dessus. Elle est donc contemporaine ou très proche dans le temps du moment supposé où Rimbaud transcrit les poèmes des Illuminations. Il est à Londres et s'adresse à un exilé français, Jules Andrieux, qui s'était engagé dans la Commune avant de fuir la répression versaillaise et de s'installer en Angleterre où il finira sa vie. Dans l'attention portée au dernier souffle poétique dans l'œuvre-vie de Rimbaud, ou pour le dire autrement, dans l'attention captivée par le moment qui précède son basculement existentiel, la lettre du 16 avril 1874 à Jules Andrieux que vous avez sous les yeux et la lettre du 14 octobre 1875 à Ernest Delahaye entrent en concurrence. Elles nous apparaissent comme deux appendices décalés par rapport à l'œuvre censée s'interrompre ou s'être interrompue déjà au printemps de 1874. 1 an et demi sépare ces deux lettres, ce qui est considérable au regard du rythme rapide de la vie antérieure du poète, où le changement brutal est un déclencheur de création. Ces deux lettres sont éloignées l'une de l'autre dans le temps et très différentes l'une de l'autre,
Mais elles ont un point commun. Elles s'adressent à quelqu'un de proche pour obtenir quelque chose de lui. Rimbaud écrit à De La Haye pour lui demander conseil sur le baccalauréat. Signe de leur proximité, il l'informe du dernier état de ses relations avec Verlaine. Le dialogue imaginaire dont nous parlions, que vous aviez sous les yeux, où des conscrits s'envoient des rimes à la tête, suppose, avec De La Haye, une complicité éprouvée à d'autres occasions. La confiance que Rimbaud accorde à Jules Andrieux n'est pas du même ordre. Les deux expatriés, Rimbaud et Andrieux, se sont rencontrés lors du premier séjour de Rimbaud à Londres, entre le 8 septembre 1872 et la fin de novembre de la même année. Verlaine et Rimbaud, qui séjournent ensemble à Londres, durant les 3 mois qu'ils passèrent dans la capitale anglaise, ont baigné dans le milieu des réfugiés de la Commune. Le seul témoignage que nous ayons des relations de Rimbaud avec Andrieux, dans cette communauté d'expatriés, nous est fourni par De La Haye, précisément, qui relaie sans doute ce que Rimbaud lui en a dit. Je cite De La Haye. Lors de son premier séjour à Londres, en cette année 1872, fin d'automne et hiver, comme je vous le disais, Rimbaud fréquenta les réfugiés de la Commune, Lissagaray, Vermèche, Matuszewicz, Andrieux. Il me parla surtout des 2 derniers, considérés par lui comme étant des frères d'esprit. Mais Andrieux, littérateur parisien, d'intelligence hardie et fine, était son préféré. Il éprouvait à son égard des sentiments de véritable affection. D'autre part, l'ancien membre de la Commune, Andrieux, ne pouvait qu'avoir une curiosité très sympathique pour Rimbaud. En écrivant à Jules Andrieux, en avril 1874, Rimbaud s'adresse donc à quelqu'un dont il attend d'être compris. Dans un milieu où la camaraderie régnait, on s'étonne d'ailleurs qu'il lui adresse, vous voyez la fin de la lettre, des salutations respectueuses et qu'il l'appelle « monsieur », comme il le faisait avec Georges Isambard, son professeur, quelques années plus tôt. Andrieux est son aîné de 15 ans. Il est né en septembre 1838 et c'est un homme d'expérience et d'influence. Rimbaud sollicite son aide en reconnaissant cette forme d'ascendant. Un autre sujet d'étonnement se greffe sur celui-ci. Celui-ci, c'est cette distance qui semble y avoir entre eux. L'ancien communard qu'est Jules Andrieux s'est assagi. Il s'est intégré à la vie londonienne en donnant des leçons particulières aux enfants de la bourgeoisie et en se séparant de ceux qui, parmi ses anciens compagnons d'armes, les autres communards, sont restés fidèles à l'idée de révolution. Or, le Rimbaud politique que l'on connaît n'a guère d'indulgence pour la modération en politique. Souvenons-nous de ces sarcasmes accablant Victor Hugo, l'homme juste, comme il l'appelle, qui prétendait réconcilier les anciens communards et les anciens Versaillais dans la Nouvelle République. Souvenons-nous de la belle allégorie du déluge, qui désigne la Révolution, que Rimbaud voudrait rappeler pour qu'elle vienne à nouveau balayer tout ce qui s'est reconstruit. C'est le message d'après le déluge, un poème des Illuminations, donc assez proche dans le temps de la lettre à Andrieux. Un communard embourgeoisé comme Andrieux, même à Londres, peut-il être un des frères d'esprit, comme disait De La Haye, de celui qui voulait voir renaître
l'idée du déluge, c'est-à-dire la Révolution. Dans un autre poème, un des derniers poèmes en vers de Rimbaud, il s'adresse à ses amis pour les exhorter à étendre la Révolution à la terre entière. Ce poème, qui n'a pas de titre et que l'on désigne, le voici, n'est-ce pas, sur l'écran, et que l'on désigne par ses premiers mots, « Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que ces nappes de sang ?» est lui aussi, comme après le déluge, à l'opposé de ce que Jules Andrieux peut penser de l'avenir politique et de l'idée de révolution. Et ces vers, que l'on date en général sans trop savoir de 1872, donc un peu avant quand même, préfigurent dans leurs propos et dans leur forme, où je veux voir tout à l'heure le style tardif, n'est-ce pas, le projet que Rimbaud soumet à Jules Andrieux en avril 1874. Il est question, dans les deux textes, du monde et de son histoire, de batailles et de scènes révolutionnaires, dans le même registre prophétique, tourné vers l'avenir, un avenir visionnaire. Dans les deux textes, le propos projectif trouve un répondant stylistique. Dans un vrai faux laisser-aller, une désinvolture calculée, une oralité maîtrisée, dont le but est de captiver le lecteur en l'étonnant. Ce faux désordre se déploie en mots plutôt qu'en phrases. On retrouve cette forme qui s'apparente au bric-à-brac dans quelques poèmes en prose des Illuminations, comme Barbare, qui lui aussi se déporte vers un avenir fantasmé. Ce style allie une grande liberté de ton et une maîtrise formelle qui est d'abord celle, dans ce poème, « Qu'est-ce pour nous mon cœur ?», du cadre prosodique et métrique. Les énumérations et les exclamations qui caractérisent cette forme et son faux laisser-aller se disposent en alexandrin qui rime et dont les syllabes sont parfaitement comptées. Avec deux écarts, cependant. Le dernier vers, vous le voyez là, le dernier vers ne rime avec aucun autre. Et peut-être n'est-il même plus un vers. Et second écart, 5 des 12 rimes que compte le poème s'affranchissent d'une règle qui veut que, dans la tradition classique, le singulier rime avec le singulier et le pluriel avec le pluriel, ce qui n'est pas le cas dans deux de ces strophes. Mais la rime est toujours là dans ce poème. Elle vient toujours frapper l'oreille. Ce Rimbaud, poète en vers, le plus tardif peut-être en tant que poète en vers, n'est plus le praticien de l'assonance et du maître impair. L'assonance est une forme diminuée de la rime, n'est-ce pas? Et du maître impair des poèmes du printemps 1872. C'est un poète qui retrouve la rime et l'alexandrin bien mesuré, pour lâcher la bride à ses visions prophétiques. La lettre à Jules Andrieux, je vous la remontre, appartient à ce registre, comme le projet qu'elle porte. A priori, le futur auteur de l'histoire splendide n'a qu'un lecteur, le destinataire de la lettre, Jules Andrieux, à qui, dès le début, il adresse cet avertissement qu'il faut entendre, n'est-ce pas? Qui atteste qu'il a conscience d'une forme singulière, une forme dont l'originalité peut surprendre. Vous lisez la toute première phrase au-dessus, « avec toutes excuses pour la forme de ce qui suit ». Précaution d'élèves dissidents qui rappelle ne souligner ni du crayon ni trop de la pensée dans une lettre à Georges Isambard
son professeur, le 15 mai 1871. Les excuses en question s'appliquent plutôt au ton de la lettre, qui a l'irrésistible insolence de toutes les lettres que Rimbaud adresse à ses aînés. La forme de la lettre à Andrieux est celle d'un faux impromptu, en fait parfaitement maîtrisé. Voyez, par exemple, il faudrait qu'on lise, mais enfin c'est difficile, sur l'écran, c'est le manuscrit, n'est-ce pas? Mais vous avez peut-être la transcription sur le papier. Voyez, par exemple, au deuxième paragraphe, l'accord de quel au masculin, Q-U-E-L-S, au masculin pluriel, qui suppose la prévision des trois substantifs qui suivent, anal, fable, qui sont pourtant du féminin, et souvenir, qui est du masculin, dont seul le troisième souvenir est du masculin. L'épistolier maîtrise la phrase en donnant l'air de la débrider. Je m'éloigne un peu de mes notes pour bien vous expliquer. Il sait d'avance, en écrivant le mot « quel » au masculin pluriel, qu'il va y avoir un masculin pluriel, 3-4 mots plus qui justifient cet accord. C'est de la maîtrise non pas orale, mais écrite et parfaitement scolaire. Comme dans d'autres lettres, comme dans les lettres du voyant, la lettre à Andrieux ouvre des perspectives. L'ambition littéraire est toujours là. Et comme dans la lettre du voyant, l'avenir se fonde sur des références au passé, voire sur des modèles. Vous trouvez peut-être l'endroit là, Salammbô, le roman de Flaubert qui est cité, modèle pour la description. Quinet et Michelet, modèle pour l'inspiration mystique, que les deux historiens joignent à leur art, dit Rimbaud, des liaisons et des explanations. Je devrais dire explanations, c'est un anglicisme, n'est-ce pas, pour explication. Gustave Doré, autre modèle, pour les images ou la suggestion d'images, le grand dessinateur et graveur. Ces modèles sont à la mesure et à la démesure de l'ambition. Une ambition qui s'exprime allusivement. On dirait que Rimbaud compte sur Andrieux pour rationaliser tout cela. Lorsqu'il lui demande, je cite, « une demi-heure de conversation », d'où se dégagerait le plan, qu'il ne semble pas vouloir assumer seul. C'est en ce sens, me semble-t-il, qu'il faut comprendre la dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe, peut-être arrivez-vous à la lire. D'ailleurs, je le cite, d'ailleurs, l'affaire posée, je serai libre d'aller mystiquement ou vulgairement ou savamment. Mais un plan est indispensable. Et le plan, je compte sur vous. Entendons le plan que vous m'aiderez à établir, tandis que je laisserai toute franchise à ma liberté créatrice en variant les points de vue, mystique, vulgarisateur ou savant. Je voudrais, pour conclure, revenir au titre apparemment contradictoire que j'ai choisi pour vous parler de ce moment, le dernier moment littéraire de Rimbaud. Le crépuscule de ses 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de la jeunesse, me semble-t-il. Peut-être aussi celui de la fin de l'adolescence. Et crépuscule est synonyme de déclin du jour, mais aussi, étymologiquement, du moment intermédiaire entre le jour et la nuit. Et en l'occurrence, entre une vie qui s'achève et une vie qui commence. Rimbaud mentionne à 2 reprises dans son œuvre ce titre, cet âge fatal, 20 ans. Une première fois dans L'Éclair, l'une des subdivisions d'une saison en enfer, je le cite, « Allez mes 20 ans si les autres vont 20 ans. Allez mes 20 ans si les autres vont 20 ans. » Que je comprends comme
je me résigne à atteindre cet âge. Je me normalise, moi, l'enfant précoce. Rimbaud n'a pas encore 19 ans quand il écrit cette phrase. Il a l'habitude de se vieillir ou d'anticiper l'âge à venir. Lorsqu'il écrit dans « Roman », un poème daté de septembre 1870, vous en connaissez le premier vers, « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Il n'a pas encore tout à fait 16 ans à ce moment-là. Et dans la lettre à Banville d'août 1871, lorsqu'il précise qu'il a 18 ans, il ment. Il n'en a pas encore 17. De même, il n'a pas encore 19 ans lorsqu'il évoque ses 20 ans dans Une saison en enfer. Au moment de la deuxième mention de cet âge, lorsqu'il donne ce titre « 20 ans », à un poème des Illuminations, le chiffre n'est toujours pas d'actualité, même s'il se rapproche toujours un peu. La fatalité se déclare avant l'heure, et Rimbaud est toujours à l'avance. La lettre à Delahaye d'octobre 1875, elle aussi se projette en avant. Elle envisage à la fois un avenir réel et un avenir dérisoire. Ce n'est pas le cas de la lettre à Andrieux, qui expose un vrai projet. Entre les deux, octobre 74, avril 74, octobre 75, l'écart s'est creusé entre celui qui y croit encore, quand il écrit à Andrieux, et celui qui n'y croit plus, quand il écrit à son vieil ami Delahaye. Le style tardif. J'ose, en quelques mots de conclusion, essayer de synthétiser ce que j'ai voulu dire. Le style tardif, précocement tardif, a au moins deux formes chez Rimbaud. La forme tout en longueur du fragment des Illuminations que nous n'avons pas eu le temps de lire, mais qui s'intitule « 20 ans », qui s'allonge en point de suspension et en délectation nostalgique. Je le cite, « Ah, l'égoïsme infini de l'adolescence, l'optimisme studieux, que le monde était plein de fleurs cet été. » L'autre forme, celle que j'ai essayé de décrire, dans « Qu'est-ce pour nous mon cœur ?» et dans la lettre à Andrieux, contraste avec le style de ce fragment. Elle correspond à un sursaut créatif, sans lendemain, certes, et où le temps projeté n'est plus celui de l'âge d'un poète résigné, mais celui d'un imaginaire fécond, qui secoue l'esprit à la manière d'un dernier spasme ou d'un dernier sursaut. Je vous remercie.